Bonjour et bienvenue sur mon bébé TV. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Courty, cadre responsable du service de rééducation de l'hôpital d'enfants Armand Trousseau. Monsieur Courty, bonjour. Bonjour. Alors en fait, j'aimerais vous poser des questions sur la kinésithérapie respiratoire. Et en fait, j'aimerais tout d'abord savoir pour quelle maladie en fait on a recours à la kiné respiratoire. Alors, je pense qu'on peut dire déjà en premier une maladie, je crois, qui intéresse tous les parents au moment de l'hiver, c'est bien sûr la bronchiolite. Mais bien sûr, ça va au-delà de la bronchiolite, puisque en kinésithérapie, nous pouvons intervenir en ce qui concerne les pathologies de l'asthme et disons des pathologies plus spécifiques qui fort heureusement sont moins répandues et qu'on va peut-être plus rencontrer en milieu hospitalier. D'accord. Et est-ce que il y a des maladies en fait qui ne se soignent que par la kinésithérapie respiratoire, en fait sans médicaments ou Alors, c'est vrai que encore une fois, la bronchiolite est connue pour justement répondre entre guillemets très bien à la kinésithérapie respiratoire. À tel point que le médecin maintenant de plus en plus va prescrire la kinésithérapie respiratoire à l'exclusion d'autres traitements comme le traitement antibiotique ou d'autres traitements spécifiques. Cela dit, il est vrai que la kinésithérapie respiratoire s'inscrit dans un traitement global et que donc il va sans doute y avoir besoin de traitements complémentaires, mais disons dans la bronchiolite c'est principalement le traitement kinésithérapie respiratoire. D'accord. Et justement en fait est-ce que on va voir un kinésithérapeute sur prescription du médecin ou du pédiatre ou est-ce qu'on peut y aller de son propre chef Alors c'est vrai que beaucoup de kinésithérapeutes sont entre guillemets consultés par disons leur clientèle habituelle qu'ils connaissent bien, avec qui donc il y a une relation qui s'instaure et qui souvent sont leurs premiers conseillers. Par contre, il faut savoir que tout acte de kinésithérapie respiratoire ne peut être fait que sur prescription médicale. Par contre, souvent le kinésithérapeute est là, encore une fois, pour orienter, pour donner un conseil, pour dire oui, tiens, là, je pense qu'il faut montrer votre bébé au médecin. Effectivement, et après le médecin, dans un deuxième temps, prescrira s'il le juge utile la kinésithérapie respiratoire. D'accord. Et est-ce que tous les kinés font de la kinésithérapie respiratoire ? Alors, globalement oui, puisque tout kinésithérapeute, de par son diplôme et sa formation, est tout à fait à même et a les compétences pour faire de la kinésithérapie respiratoire. Par contre, il est vrai que la kinésithérapie respiratoire en pédiatrie nécessite un complément de formation vers lequel de plus en plus de kinésithérapeutes s'orientent. Mais c'est vrai que de par leur diplôme, tout kinésithérapeute est à même de faire ce traitement. D'accord. Et par rapport à la consultation, en fait, comment ça se passe quand on vous amène un bébé, par exemple, qui a une bronchiolite Alors, au départ, en général, il y a eu une première relation, soit écrite, soit verbale, avec le médecin pour préciser le type de bronchiolite, les signes cliniques, et puis ce que souhaite exactement le médecin par rapport à cette bronchiolite. Si vous voulez, le décours d'une séance, par contre, elle est bien programmée, il y a un protocole précis. La première chose que le kinésithérapeute va faire, c'est d'évaluer l'encombrement de l'enfant, puisque suivant l'évolution de la maladie, l'encombrement ne va pas être le même. Pour se résumer, la bronchiolite, c'est une atteinte, donc, comme vous le savez, virale des voies respiratoires. Chez l'enfant, classiquement, de moins de 2 ans. Cette atteinte respiratoire va se traduire par 2 signes. La diminution du calibre des bronches. C'est pour ça que certains le comparent à l'asthme, bien que bien distinguer les deux pathologies, ça n'a rien à voir. À côté de cette diminution des bronches, il va y avoir une hypersécrétion bronchique, c'est-à-dire un mucus, qu'on appelle des glaires communément, donc que l'enfant va avoir du mal à évacuer par lui-même. Et c'est donc là que le kinésithérapeute intervient pour aider à l'évacuation de ces glaires. D'accord. Et en fait, comment ça se passe concrètement après Après cette évaluation de l'encombrement, qui est importante parce que le kinésithérapeute est tout à fait à même de différer une séance. C'est-à-dire qu'il considère que l'encombrement n'est pas patent encore. L'enfant est plus, on dit dans le jargon, en phase inflammatoire. Donc il va différer la séance, par exemple au lendemain ou sur le lendemain, ça va simplement être un suivi et un contrôle. Par contre, une fois que l'enfant se met à hypersécréter, c'est-à-dire qu'il y a des glaires,
le kinésithérapeute donc va pouvoir réaliser la séance de désencombrement. Alors cette séance de désencombrement, pareil, bien codifiée maintenant, c'est des techniques en voie d'évaluation actuellement. La technique commence à être connue maintenant, ça s'appelle la technique d'accélération ou d'augmentation du flux expiratoire. Cette technique consiste à faire une pression manuelle, des deux mains conjointes, sur le temps expiratoire, de manière à utiliser l'expiration naturelle de bébé pour faire remonter les sécrétions qui sont situées dans les bronches. Si vous voulez, on essaye de reproduire un peu un effet Sarbacane, qu'on va voir dans un tube de façon expérimentale. Et donc, si vous voulez, on reproduit, entre guillemets, l'atout de bébé, puisque l'atout, c'est ni plus ni moins une accélération brutale, importante, du flux expiratoire qui permet de remonter les sécrétions. Donc on reproduit ça de façon passive sur bébé qui, compte tenu de son âge, compte tenu surtout de la quantité des sécrétions qu'il y a dans ses poumons, va avoir sa toux saturée et va ne pas pouvoir donc faire remonter ses sécrétions par lui-même. D'accord. Et est-ce qu'en fait c'est douloureux d'un peu de forcer à tousser Alors, là il y a plusieurs, entre guillemets, il y a des adaptations de la technique en fonction de la situation dans laquelle se trouve, et puis c'est vrai en fonction des kinésithérapeutes que vous allez rencontrer. Donc même si la technique elle-même est unanimement reconnue et validée par l'ensemble de la profession, c'est vrai qu'on est en voie d'évaluer les différentes adaptations de cette AF, augmentation du flux expiratoire, qui peut être faite effectivement avec une vitesse plus ou moins importante. Ce qui fait que c'est vrai qu'à vitesse rapide, on va avoir un geste qui peut être vécu ou interprété effectivement comme un geste un peu impressionnant pour la personne qui en est témoin. Il faut savoir que ce geste, bien qu'impressionnant, n'est absolument pas douloureux, puisqu'on ne fait que utiliser l'élasticité naturelle du gricostas, c'est-à-dire des côtes de l'enfant. Donc il n'y a aucun mouvement, disons, intempestif qui irait au-delà de la physiologie normale de bébé. Cela dit, ça peut être impressionnant même pour bébé lui-même, qui peut être surpris par l'intensité du geste. C'est pour ça que là, je dirais, on fait appel aussi à l'expérience du thérapeute lui-même, qui effectivement va pouvoir moduler, et c'est comme une infirmière quand elle fait une piqûre, des fois ça peut plus ou moins, ça peut être, il peut y avoir une réaction différente. Donc là c'est tout le savoir-faire, le savoir-être aussi professionnel du thérapeute qui là est en jeu pour justement faire en sorte que la séance soit le mieux tolérée possible par bébé. Mais en aucun cas, en tout cas, cette technique est douloureuse pour le bébé. C'est plus impressionnant en fait. Voilà, c'est plus impressionnant. C'est vrai qu'à un certain moment, le bébé peut pleurer. Ça veut dire qu'il faut l'entourer de tous les soins et puis sûrement lui faire un gros câlin après. Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation non plus. C'est vrai que pendant très longtemps, on a eu un message qui était passé peut-être à tort dans la profession, à savoir que, disons, les pleurs étaient incontournables, voire même nécessaires pour que l'enfant puisse expandre son poumon comme il se doit. On est bien sûr revenu de tout ça. Vous savez que depuis un certain temps, toutes les professions médicales ont été amenées à réfléchir sur la douleur de l'enfant. Oui, en effet. Bien sûr, nous, on n'a pas échappé à cette réflexion. Et bien sûr, on s'est aperçu qu'on pouvait tout à fait adapter notre geste de manière à ce qu'il soit beaucoup mieux vécu par bébé, qui n'engendre pas le même stress et qui de fait donc ne le fasse pas pleurer. Donc on peut tout à fait faire une séance de kinésithérapie avec un bébé, si ce n'est souriant, en tout cas qui accepte tout à fait. Qui ne hurle pas. Voilà, tout à fait. Non, ça je crois que c'est important. Le bébé ne doit pas hurler pendant la séance. Il faut que le kinésithérapeute soit à même d'adapter son geste, de comprendre la réaction du bébé et de s'y adapter. D'accord. Et est-ce qu'en fait, après la séance, est-ce que les parents doivent faire des exercices avec bébé pour... Alors, dans le cadre de la bronchiolite, le traitement, donc à côté du désencombrement, du geste de désencombrement lui-même, peut s'accompagner d'une prise médicamenteuse, vous l'évoquiez tout à l'heure, notamment par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire le rétrécissement des bronches. Ça serait que le kinésithérapeute qui ne peut rien contre ça, il peut juste désencombrer l'enfant. Non seulement il ne peut rien contre ça, mais souvent ça va le gêner dans l'efficacité de sa technique. Donc souvent des médicaments bronchodilatateurs vont être prescrits. Ces médicaments se prennent évidemment avec le bébé pour qui on ne peut pas obtenir une participation volontaire. On utilise ce
qu'on appelle des chambres d'inhalation, c'est-à-dire un petit outil qui permet une fois qu'on l'a rempli avec un petit aérosol, que l'enfant respire, il respire normalement, naturellement dans cette chambre d'inhalation. Donc là, c'est également du ressort du kinésithérapeute d'apprendre aux parents à utiliser ces chambres d'inhalation et donc de donner le traitement juste après la séance de rééducation. D'accord. Et en fait, j'allais dire d'un point de vue pratique, est-ce que une séance est remboursée par la sécurité sociale ou... Alors, le remboursement se fait donc comme tout acte paramédical, c'est-à-dire sur la base de 65%, remboursé par la sécurité sociale, complété le plus souvent par une mutuelle. D'accord. 100%. Voilà. Pour compléter peut-être ma réponse par rapport à votre question précédente, c'est vrai que les parents ont un rôle très très important dans le suivi du traitement de ces enfants-là, d'autant plus important que les conseils qu'on leur donne sont souvent des conseils très simples, mais qui rendent bien les services. Le premier conseil, c'est évidemment de façon régulière de libérer les voies aériennes de l'enfant supérieur, c'est-à-dire le nez, qui est encombré naturellement puisque la bronchiolite se traduit également par un rhume, donc il faut libérer les voies aériennes supérieures. Également, ce qui est demandé, c'est de positionner le bébé de façon demi-assise, un petit peu surélevée, de manière à l'aider dans ses efforts de toux naturels qui l'aident donc à se libérer. Et même la nuit, par exemple Même la nuit, les enfants sont positionnés donc en position demi-assise, l'enfant dort naturellement. Il dormira d'autant plus naturellement d'ailleurs qu'il va sentir qu'il respire beaucoup mieux dans cette position demi-assise. Vous savez, c'est comme un adulte, quand il est bronchite ou qu'il n'est pas bien sur le plan respiratoire, naturellement il va plutôt rester en position demi-assise plutôt que de s'allonger complètement. Et le dernier conseil qu'on donnera, c'est par rapport justement à la toux de l'enfant. Les efforts de toux étant importants chez le bébé peut provoquer la remontée du bol alimentaire, il peut provoquer des régurgitations. Donc de manière à éviter ça, ou même un vomissement, de manière à éviter ça, il est demandé toujours de fractionner les repas, c'est-à-dire au lieu de donner par exemple 3 ou 4 repas, on va proposer 6 ou 7 repas, autant de repas qu'il est nécessaire, mais fractionnés, donc de manière à ce qu'il n'y ait pas une quantité trop importante dans l'estomac pendant que l'enfant est malade. Voilà. D'accord. Voilà les conseils, si vous voulez, de base, mais qui sont, encore une fois, essentiels. Tout aussi essentiels que le traitement médical et kinésithérapie. Et justement, en fait, j'allais dire un peu pour éviter de venir vous voir, pour éviter la bronchiolite, est-ce que vous avez des petits conseils de prévention, en fait ? Alors, tout à fait. Là, je crois que, je crois que tout le monde est bien d'accord sur ces conseils maintenant. Je crois qu'ils sont prônés à la fois par les médecins, par les kinésithérapeutes, et je pense de plus en plus maintenant par la presse. Encore une fois, ce sont des conseils d'autant plus efficaces que ce sont des conseils très simples. Le premier conseil qu'on donne, c'est de se laver les mains, puisque les mains sont le premier vecteur du virus. Vous savez que le virus donc responsable de la bronchiolite, qu'on appelle le VRS, est un virus qui est très très résistant. Il y a différents d'autres virus, comme la grippe, qui l'est déjà un petit peu moins. Mais le virus est très résistant. Il faut savoir que s'il y a un virus sur cette table, donc alors qu'il n'a aucun milieu normalement pour survivre, il peut survivre 3 heures naturellement. Donc vous imaginez sur une blouse, sur un vêtement, et a fortiori sur les mains donc, qui sont en contact. Donc la première chose qu'on demande aux parents, c'est de se laver toujours les mains avant de prendre leur bébé. Toujours, déjà là, premier barrage à l'épidémie et à la bronchiolite. Deuxième conseil qu'on donne, qui des fois est peut-être, peut paraître un peu plus surprenant, c'est d'essayer au maximum d'isoler l'enfant de la bouche, puisque la bouche est le deuxième vecteur. Donc ce qu'on conseille de plus en plus, c'est fait dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, Scandinavie aussi, également au Japon, qui l'ont fait en premier, c'est de porter un petit masque. C'est-à-dire quand on est soi-même enrhumé, c'est de porter un petit masque avant d'aller voir bébé et a fortiori lui faire des bisous, ce qui est toujours évidemment bien tentant. Il faut savoir que c'est le vecteur toujours principal. Et puis ça veut dire éduquer aussi les fratries, parce que pareil, le petit frère qui va rentrer de l'école, c'est pareil, il va falloir qu'il se lave les mains avant d'aller dire bonjour à son petit frère, et rester à distance si jamais lui-même est enrhumé. Puisqu'il faut savoir que
la bronchiolite, si la bronchiolite chez le bébé est une maladie qui va nécessiter, est une vraie maladie, je veux dire, du poumon, même si c'est quelque chose de bénin qui guérit 99 fois sur 100. Chez l'adulte également, l'adulte peut être porteur du virus, mais ça va se traduire chez l'adulte par un simple rhume. D'accord. Donc l'adulte ne sait pas, en fait, le plus souvent qu'il est porteur du VIH. Mais il faut savoir qu'en plein hiver, malheureusement, on est tous plus ou moins porteurs de ce virus. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres petits conseils ou c'est vraiment les deux conseils, j'allais dire, de base et principaux? Voilà, donc libérer les voies aériennes supérieures, bien positionner l'enfant, fractionner les repas. D'accord. Ça, c'est quand l'enfant a la pathologie. En prévention, c'est le lavage de mains, donc. Éviter le plus possible des bisous et le port de masque si on est soi-même contaminé ou enrhumé. D'accord. Et justement, si on a un bébé qui se retrouve à avoir une bronchiolite, dirons-nous, oui. Naturellement, on va vers un hôpital, vers un médecin, vers... Alors, je crois que c'est une question très importante que vous posez parce que, même si c'est un petit peu différent maintenant, au début de ce type d'épidémie, il y a une quinzaine d'années, tous les services des urgences étaient submergés par ce type de pathologie, parce que, par information, c'est vrai que les parents savaient que ces pathologies-là étaient traitées à l'hôpital, donc naturellement venaient en première intention à l'hôpital et au service des urgences. Ce qui fait que les services des urgences se sont vus complètement submergés par ce type de pathologie. Donc, après réflexion, ces services d'urgence avec les services de kinésithérapie ont réfléchi à cette question-là, et il s'est avéré donc que cette pathologie-là pouvait 9 fois sur 10 et devait 9 fois sur 10 donc être traitée et être prise en compte par les professionnels de ville, c'est-à-dire par le pédiatre de ville, qui doit voir donc cet enfant la première fois en première intention. Par contre, si lui estime que, compte tenu de l'état de l'enfant, mais encore une fois c'est très très rare, nécessiterait donc une hospitalisation, à ce moment-là, c'est à lui d'orienter l'enfant vers l'hôpital. Bon. Il est vrai que c'est plus facile souvent à dire qu'à faire. On n'arrive pas toujours à trouver un pédiatre, notamment au milieu de la nuit, qui va pouvoir effectivement répondre au cas qui se présente, et puis surtout de répondre à l'angoisse un peu des parents, qui au milieu de la nuit comme ça peut être impressionnant pour des parents. Donc c'est vrai que le réflexe c'est d'aller à l'hôpital. C'est pour ça que nous on essaye de plus en plus donc de faire passer le message, en tout cas dans la journée, le plus possible, d'aller voir son pédiatre de ville avant effectivement d'amener le bébé à l'hôpital. Néanmoins, s'il faut l'amener, il faut l'amener. Votre question aussi me fait enchaîner sur une autre notion, c'est-à-dire que pour la prise en charge de ces bronchiolites, nous avons été amenés à mettre en place une organisation qui permette de répondre à la demande. Vous savez, il faut savoir que en plein hiver, c'est 400 000 enfants, 400 000 bébés qui vont être touchés par la bronchiolite. Sur Paris, Île-de-France. C'est-à-dire qu'il faut falloir gérer cette demande. Et donc nous avons, au niveau de chaque établissement, dans un premier temps, mis en place un partenariat entre les professionnels de ville et l'hôpital. Donc ça a fonctionné comme ça dans un premier temps. Là, nous avons réfléchi cette année à la façon de pouvoir mieux répondre donc à la demande des parents, en mettant en place un réseau ville-hôpital, mais cette fois-ci sur Paris et l'ensemble de l'Île-de-France, pour permettre d'avoir un répondeur téléphonique qui pourra orienter les familles qui appelleront, les pédiatres de ville, également les gens de l'hôpital, de manière à avoir l'adresse d'un correspondant, pédiatre ou kinésithérapeute, pour pouvoir répondre à la demande. Parce que je crois que c'est ça, c'est le fait d'être confronté, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de nom, c'est au milieu de la nuit, on ne sait pas quoi faire. Donc on va naturellement vers les urgences, alors que le problème peut être traité en ville de façon le plus souvent très simple. D'accord. Donc en fait le numéro de téléphone il est... Alors le numéro de téléphone là c'est encore un petit peu tôt. C'est un petit peu tôt, mais nous espérons pour l'hiver prochain pouvoir mettre en place un numéro de téléphone donc commun. Il faut savoir que c'est une grosse organisation qui nécessite donc le partenariat déjà de tous les hôpitaux pédiatriques. Il faut savoir que c'est à l'initiative donc principalement de l'hôpital Bicêtre,
pédiatre de l'hôpital Robert Debré, de l'hôpital Trousseau et de l'hôpital Ambroise Paré, et j'en oublie un, l'hôpital Béclair, qui donc ont eu le souci, puisqu'ils travaillent jusqu'à présent de leur côté, de mettre en commun leur logistique. Donc ça veut dire effectivement, on espère, un numéro unique et commun pour l'hiver prochain, mais c'est encore un petit peu tôt. D'accord, voilà. Écoutez, c'est très bien en tout cas, j'espère que ça va rassurer tous les parents qui vont nous regarder. Écoutez, Monsieur Courty, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous en prie. Et j'espère à bientôt sur mon BVTV. Entendu. Au revoir. Au revoir.